Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour déjà une 306e rencontre Vlil. Et ce soir, on a la chance de recevoir, enfin ce soir, cet après-midi pour Geneviève et ce soir pour nous, Geneviève Janel pour son roman Prendre son souffle aux éditions Québec-Amérique. Et vous le savez pour ceux qui nous suivent, le Québec a une place très particulière dans le cœur de ceux qui suivent ces rencontres, puisqu'on a reçu beaucoup d'auteurs québécois et québécoises. Et à chaque fois, c'est une expérience particulière. Vous avez quelque chose en plus que certains auteurs français et étrangers n'ont pas. Et on adore être avec vous et vous entendre et expliquer aussi la manière dont vous créez vos romans. Alors aujourd'hui, c'est un roman qui est très, très singulier, très particulier. On avait reçu Jean-François Beauchemin et le rapprochement est volontaire parce que il y a quelque chose en vous aussi, quelque chose qui vous lie finalement, notamment de traiter la maladie à travers un proche. Pour Jean-François Beauchemin, c'était l'histoire du frère. Pour vous, c'est la question du conjoint. J'aimerais avant tout cela, avant qu'on rentre dans le vif du sujet pour ce roman qui est vraiment magnifique, j'aimerais que vous nous parliez de votre parcours, puisque j'ai cru comprendre que ce n'était pas votre premier roman. Vous avez écrit plusieurs histoires et vous venez du milieu de la publicité. Et on en parlera juste après parce que ça a sûrement un impact aussi sur votre écriture. Mais d'abord, j'aimerais que vous nous parliez de votre entrée en littérature. Comment, quand on travaille dans la publicité, comment finalement on décide de se lancer dans une écriture romanesque? C'est sans doute par frustration créative que je me suis tournée vers la littérature dans ma jeune vingtaine. Je suis une créative publicitaire à la base et je travaillais parfois sur de très gros clients et on proposait des idées complètement éclatées qui souvent étaient refusées, voyaient pas le jour et à force de ne pas pouvoir créer librement, j'ai eu envie d'aller, alors que j'avais choisi ce métier pour son aspect créatif, j'ai eu envie d'aller peut-être mettre ma créativité ailleurs. Alors, j'ai été retournée étudier en littérature de soir en même temps que je travaillais en publicité. Et j'ai commencé à écrire de ci, de là des nouvelles que j'envoyais à différents magazines littéraires et j'avais reçu un très bel accueil. Alors, j'ai continué jusqu'à ce que le projet final de mes études devienne en fait mon premier roman. Et ça fait quand même certain laps de temps. Ce premier roman est paru, je crois, en 2011. D'autres ont suivi. J'ai gagné le prix de la nouvelle Radio-Canada en 2012. Et ensuite, j'ai publié deux autres romans, ce qui nous mène environ en 2014. Et là, j'ai pris une très grande pause d'écriture car, évidemment, je continuais à travailler à temps plein dans la publicité durant tout ce temps. Et j'ai fait des enfants, trois magnifiques petites filles, ce qui a fait qu'entre mon troisième et mon quatrième roman, il s'est écoulé 8 ans. 8 ans, c'est long pour une autrice d'être absente de la scène littéraire. Ça me manquait beaucoup. C'était plutôt difficile à concilier durant ces années-là. Alors, il n'y a pas eu d'autres romans, mais je travaillais et j'avais des idées que je notais en continu. Et c'est ce qui m'a amené finalement à ce quatrième roman, 8 ans plus tard, qui est, je pense, marqué par ces 8 années d'absence et par les changements dans ma vie qui se sont opérés entre les trois premiers romans et celui-ci euh, à plein de niveaux. Alors, on vous caractérise souvent dans des histoires tortueuses et tordues. Alors, c'est surprenant parce que quand on lit celui-ci, on est loin du tortueux et du tordu finalement. On est quand même beaucoup plus dans l'humain. Qu'est-ce qui s'est passé justement dans ce changement, ce changement de braquet dans votre écriture? Oui, c'est vraiment la maternité, je pense, qui m'a transformée comme humain d'abord et avant tout. Pour moi, ça a ouvert des canaux d'émotivité, de sensibilité qui étaient peut-être pas aussi ouverts auparavant. Et je pense que ça a apparu dans ma plume parce que dans les trois premiers romans, euh, l'écriture se ressemble. Je pense que j'ai une écriture à moi qui est la même dans les quatre romans, mais dans la façon d'aborder les thèmes, on disait que j'avais une précision chirurgicale, que c'était très esthétique et froid, ce qui n'est pas du tout le cas de ce roman-ci. On est loin d'être froid et d'être détaché de l'émotion. On y plonge jusqu'au cou, au contraire. Je pense que c'est vraiment de devenir une mère qui, pour moi, m'a donné accès à des ressources d'empathie, d'émotion qui peut-être étaient un peu plus bloquées auparavant, je dirais. Et on dit aussi de vous que vous êtes capable en 30 secondes de pitcher votre roman. Alors, j'aimerais justement que vous nous le pitchiez Oh en... mon Dieu, je ne sais pas qui vous a dit ça. Je trouve que c'est infiniment difficile de pitcher son propre roman. Et même si je suis une publicitaire qui doit
généralement entrer en 30 secondes. Quand il s'agit de mes propres romans, je trouve ça très difficile de le pitcher en 30 secondes, mais je vais faire de mon mieux. Vous voulez que je vous décrive ça en 30 secondes? Eh bien, c'est une histoire d'amour immense où on teste jusqu'où les gens sont prêts à aller par amour et jusqu'où ceux qui sont prêts à endurer par abnégation et par amour. Je ne suis pas sûre que c'est un très bon pitch. Mais en tout cas, c'est moins de 30 secondes. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet et peut-être parler de Claude et Michel, finalement, à qui vous dédicacez le livre, vous dédiez, pardon, le livre, qui vous ont sûrement largement inspiré pour ce roman. Parce qu'il est vrai, déjà, dans un premier temps, c'est que on a l'impression qu'il s'agit de votre vie. C'est ça qui est terrible, c'est que vous incarnez tellement bien les choses, et notamment par rapport à la première personne du singulier et à la seconde. On en parlera juste après sur l'histoire narrative, mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est vous et finalement, il n'y a rien de vous, j'imagine, dans ce roman. Et c'est ça qui est fou. On avait eu la même remarque pour Jean-François Beauchemin qui nous avait scié en disant que lui non plus, il n'y avait rien de lui dans ce roman-là. C'est pour ça aussi que je trouve qu'il y a des ponts qui se créent entre vous. Euh, J'aimerais que vous nous parliez de ces deux personnes, de Claude et Michel, parce que évidemment, je pense que le livre leur est quasiment dédié et j'aimerais que vous nous parliez d'eux, tout simplement, avant de parler d'Anaïs et d'Éden. Mais ils en sont évidemment l'inspiration. Claude, à la base, pour faire une histoire courte, mon amoureux, lorsqu'il était enfant, sa mère lui avait trouvé un grand frère. Je ne sais pas si ça existe en France, mais au Québec, on a un organisme qui s'appelle les grands frères, grandes sœurs du Grand Montréal. Et c'est du parrainage un peu. Quand un enfant peut manquer de présence masculine ou féminine dans sa vie, il peut être jumelé à un grand frère ou à une grande sœur qui va l'épauler, être là pour lui faire des activités. Et mon amoureux a eu dans son enfance un grand frère qui était Claude. Et Claude avait cette amoureuse, cette femme qu'il avait épousée, Michel, en sachant qu'elle était atteinte d'ataxie de Friedreich. Évidemment, au moment où il l'a mariée, elle n'avait aucun symptôme, elle était sur ses deux jambes, mais il savait que ça leur pendait au bout du nez, ce qui fait qu'ils n'ont pas été de l'avant pour avoir eux-mêmes des enfants. Ils se sont plutôt tournés vers cet organisme pour être grand frère, grande sœur d'un enfant. Alors, c'est comme ça que moi, ça fait 14 ans maintenant que je suis avec mon amoureux. Alors, ils sont entrés dans ma vie il y a 14 ans, à un moment où ils étaient plus avancés dans la maladie et ça m'a complètement rentré dedans. Ça m'a choqué de voir, et d'une part et de l'autre, de voir Michel, cette femme, parce que dans le livre, c'est un homme qui est atteint, mais dans la réalité, c'était Michel qui était atteinte. Et elle devenait peu à peu prisonnière de son corps à mesure que le temps passait. Elle avait toute sa tête, une femme brillante, et son corps ne lui permettait plus de se mouvoir comme elle le voulait, de communiquer comme elle le voulait. Et ça m'a amené plein de questionnements sur comment je vivrais avec cette réalité-là de ne plus d'être tranquillement emmurée dans mon propre corps. Et d'autre part, il y avait Claude, cet amoureux extrêmement dévoué, qui sacrifiait sa vie en quelque sorte pour elle parce qu'il faisait tout pour que sa vie à elle reste belle, pour qu'elle puisse rester à la maison avec lui. C'est une grande histoire d'amour qui vivait, qui était faite de part et d'autre de culpabilité, d'abnégation, d'amour, tout ça est intrinsèquement lié dans la maladie. Et oui, ça m'a beaucoup, beaucoup touchée de voir ça. Et je les ai connus pendant de nombreuses années. Michel est aujourd'hui décédée. Malheureusement, elle est décédée un petit peu avant la parution du roman, alors elle n'aura pas pu le lire, mais Claude l'a lu. Et c'est eux qui m'ont amené à cette histoire. Alors, donc, le roman n'est pas leur histoire, ce sont des protagonistes plus jeunes. Comme je disais, c'est Eden, l'homme du couple qui a atteint de la maladie, mais il y a quand même une grande inspiration de leur relation et de ce que j'ai pu voir dans l'évolution de la maladie, puis dans ce que ça fait à un couple de vivre ça. D'ailleurs, pourquoi vous avez choisi de changer de paradigme? Finalement, vous avez inversé les genres. Vous avez inversé celui qui avait la maladie, celui qui portait la maladie. Ça aurait pu être l'histoire de la sœur d'Éden, tout simplement, finalement, puisqu'elle aussi est atteinte de cette maladie-là. Pourquoi avoir choisi de romancer totalement? Parce qu'il y a des choses, j'imagine, qui sont aussi un petit peu plus personnelles. On pense à Anaïs qui est publicitaire, c'est pas forcément un hasard. Il y a notamment au niveau de l'âge, je pense que ça coïncide aussi. Il y a quand même des petits points communs qui vous font rattacher à ce personnage d'Anaïs. Quelle était justement l'envie derrière ça de modifier aussi la réalité?
Ben, d'une part, je voulais me distancer de l'histoire de Claude Michel. Je voulais pas que ça me limite dans la fiction d'être un peu trop proche de leur histoire, d'une part. Et d'autre part, oui, comme j'ai écrit au jeu au-dessus, ça me semblait plus facile pour moi de m'identifier à ce personnage-là, d'imaginer ses pensées, sa façon de vivre cette situation-là en la ramenant peut-être un peu plus proche de moi. D'accord. Alors justement, on part au tout début, on va rien spoiler évidemment, mais tout débute par une histoire, une grande histoire d'amour avec beaucoup de passion, beaucoup d'intensité, où Anaïs trouve en réalité une sorte de secret caché d'Éden, qui souhaite cacher sa famille, mais on ne sait pas pour quelle raison. On saura très vite qu'il s'agit de la maladie, puisque toute la famille, excepté les parents, est atteinte de cette maladie, l'ataxie de Friedreich, je ne sais pas. Justement, Friedrich. Friedreich, j'aimerais que vous nous parliez de cette maladie-là sur les symptômes. Alors, on le voit évidemment au sein du roman où on voit que cette maladie est dégénérative et qu'elle va crescendo vers le summum d'une souffrance et d'une incapacité de parler et de se mouvoir. Mais finalement, comment vous l'avez envisagé cette maladie? Est-ce que vous la connaissiez avant Claude et Michel? Comment vous l'avez appréhendée, notamment dans les sensations, dans la manière de l'écrire? Non, je la connaissais pas avant de côtoyer Claude et Michel. Évidemment, j'ai fait un peu de recherche pour le roman. J'ai aussi parlé à une jeune femme qui souffre de cette maladie parce que euh, je voulais en parler avec quelqu'un qui vivait en temps réel, qui pouvait me donner des impressions très concrètes de ce que ça lui faisait, des symptômes qu'elle avait. Je voulais que ce soit réaliste aussi dans l'évolution, dans ce qui se passe dans le corps d'Éden. Alors, j'ai eu une conseillère qui est atteinte, Karine, pour ne pas la nommer, qui est atteinte d'ataxie de Friedreich. C'est une maladie qui s'apparente peut-être un peu à la sclérose latérale amyotrophique, qui est beaucoup plus connue avec tout le boucan qu'il y a eu autour du Ice Bucket Challenge et tout. Mais c'est très proche dans les pertes qu'on subit puis dans les symptômes. Manière de l'écrire, je vous disais en préambule finalement que c'est très délicat d'écrire sur une maladie, notamment sur la facilité dans laquelle on pourrait tomber. Comment on écrit finalement des symptômes, une maladie qui va de mal en pis et qui est difficilement compréhensible par quelqu'un qui ne la vit pas. Mais je pense que d'abord, la posture qui est prise, le point de vue étant celui d'Anaïs, c'est plus facile parce qu'on n'est pas dans la tête et dans le corps d'Éden dans ce roman-là. C'est entièrement le point de vue d'Anaïs du début à la fin. Alors, c'est son regard à elle sur la maladie. Reste qu'il y a une distance. J'ai pas tenté de décrire comment pouvait se sentir la personne qui le vit elle-même. J'ai plutôt pris ce regard de la personne qui doit vivre avec la personne, qui doit l'accompagner, qui doit être un proche aidant. Alors déjà, c'est une petite nuance qui fait que je pense qu'il y aurait eu plus pas de malaise, mais ça aurait demandé un plus grand saut et j'aurais été plus craintive d'approcher la maladie en étant au jeu dans la peau de la personne qui en souffre parce que j'aurais voulu d'autant plus être fidèle au ressenti des gens. Mais tout de même, je suis quelqu'un qui fait pas tellement lire ses textes avant de les envoyer à l'éditeur et dans ce cas-ci, je l'ai quand même fait lire à Claude qui avait été un proche aidant, qui avait vécu la situation et à Karine plusieurs fois en cours de route qui souffrait de la maladie pour m'assurer que même si c'était pas justement du point de vue de la personne qui avait la maladie, que rien ne... Je voulais pas que quelqu'un qui souffre de cette maladie-là le lise et trouve que c'était mal rendu ou bâclé en termes de recherche et de réalisme. J'aimerais que vous nous parliez aussi de la relation que vous avez avec votre éditeur Stéphane Dompierre. Euh, Quand il reçoit le texte, qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce qu'il vous transmet comme émotion? Euh, Est-ce qu'il y a eu un travail aussi sur peut-être la narration? Est-ce que ça a évolué? Est-ce qu'Anaïs était véritablement le personnage principal du roman dès le début? Est-ce qu'il y a eu des mouvements, notamment des mouvements d'angle de vue sur qui allait finalement porter l'histoire? Non, ça n'a pas changé. Du moment où j'ai envoyé le roman à Stéphane, c'était déjà de ce point de vue-là. Évidemment, Stéphane a apporté beaucoup avec son point de vue d'éditeur et son regard extérieur. Il y a des scènes qui m'ont amené à approfondir parce que parfois, moi, je viens un peu
j'allais dire je viens de la nouvelle, mais j'ai pas publié tant de recueils de nouvelles, mais mon naturel va vers le format court. Et évidemment, c'est pas un roman qui est très long, hein, ça fait 130, 140 pages. Alors, parfois, j'avais tendance à passer rapidement sur des scènes qui étaient pourtant cruciales. Je pense entre autres à la scène qui se passe au Portugal avec la vague, qui était effleurée très, très rapidement. Et Stéphane m'avait amené à plonger dans cette scène-là en disant non, mais c'est un point marquant de l'histoire, c'est un moment important, c'est une scène à vivre, il faut prendre le temps de la vivre. Alors, c'est le genre de choses qui a amené en cours de travail éditorial. Et elle est totalement confrontée à une situation qui lui échappe, qui est extrêmement difficile, notamment par rapport au choix. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Mais c'est surtout le déni. Le déni spectaculaire, comme vous l'appelez, et je cite Anaïs, je vivais dans un déni spectaculaire, je me vautrais dedans comme dans une couverture un soir d'hiver, le grand confort. C'est aussi cette question du déni qu'on qui dépasse finalement l'être humain, qui dépasse les pensées. On n'arrive pas à sortir dans cette situation-là, on n'arrive pas à sortir de ce déni. On pense que finalement, ça va peut-être évoluer de manière positive. On sait que ça n'évoluera pas de manière positive. C'est scientifiquement prouvé. Je ne crois pas qu'une personne atteinte d'ataxie de Friedreich s'en sorte. Il ne me semble pas. Il me semble qu'elle est mortelle. Comment on vit finalement dans un quotidien en sachant la fin, en sachant l'issue, tout en par amour, faire un déni total et parfois absurde finalement. Mm-hmm. Mais c'est un peu la condition pour continuer à vivre. J'ai l'impression que les humains, on est doués pour ça. On sait tous qu'on va mourir, mais on vit tous comme si on n'allait jamais mourir. Il y a ce déni-là pour Anaïs. Quand elle trouve Eden, d'abord, ça fait très longtemps qu'elle a des amours plutôt catastrophiques. Et au moment où elle rencontre Eden, c'est l'homme parfait. Elle l'a attendu toute sa vie, c'est l'amoureux idéal. Alors, elle plonge dans cet amour-là en se disant que c'était vers ça que toute son existence tendait, qu'elle l'a enfin trouvé. Alors, quand on lui annonce cette maladie-là, c'est très hypothétique pour elle parce que elle est dans cette belle histoire d'amour avec cet homme formidable et parfait, si actif, il est sportif, il est verbomoteur, il a tout. Et ça pend au-dessus d'eux, mais c'est très, très abstrait. Tant qu'il n'y a pas de symptômes, tant qu'il n'y a pas le réalisme de ça qui les rattrape, elle a l'impression que son amour est plus fort que la maladie, qu'ils vont repousser, que peut-être ça n'arrivera jamais finalement. Évidemment, c'est du déni, elle le sait que ce n'est pas la réalité, mais ça lui permet de vivre cet amour qu'elle a attendu aussi longtemps pleinement dans l'intervalle. Mais ce déni-là va se poursuivre parce qu'au fur et à mesure que les débuts de la maladie arrivent, elle continue à tenter de rester dans ce déni-là et à dire qu'ils sont des amoureux exceptionnels, vivants, qui vont voyager. Et il faut qu'à un certain moment, la réalité la rattrape pour que le déni commence à s'étioler parce que jusqu'à ce qu'elle l'ait en plein visage, elle persiste à vouloir faire comme si la maladie n'existait pas. C'est aussi le temps des promesses, finalement, je vous cite là aussi, où tout simplement, lorsqu'on apprend une maladie, finalement, on fait beaucoup de promesses et parfois elles ne sont pas forcément tenues. Pour le coup, elle n'est pas lâche, finalement, Anaïs. Elle est loin d'être lâche. Elle tient longtemps, on ne dira pas jusqu'à quand, mais en tout cas, elle tient. Et je vous cite, c'était tellement soudain pour moi, tellement inattendu, que je me suis mise à débiter des promesses grosses comme le monde, des promesses dont je n'avais pas pris le temps de mesurer la portée. Ça a impliqué beaucoup de mots lourds, le genre de mots qui badigeonnaient jadis mes poèmes d'adolescente transis. Toujours, jamais, et je le jure. J'ai beaucoup juré, j'aurais juré n'importe quoi pour que tu ne me jettes pas. C'est ça aussi finalement, cette relation-là qui les caractérise, c'est que euh, il y a ce déni, mais en même temps, on se promet quelque chose mutuellement pour tenter de survivre. Est-ce que finalement, cette relation-là, elle pourrait être caractérisée comme une histoire de survivants? Oui, c'est une bonne question. Oui, oui, c'est des Est-ce qu'ils ont survivants. vécu Oui, ils finalement? essaient. Est-ce qu'Anaïs et Eden Est-ce ont vécu ou est-ce qu'ils ont survécu? Je pense qu'ils essaient de vivre le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'ils tombent en mode survie. C'est un peu le but du déni. Ça rejoint votre question précédente. Ils sont dans le déni parce qu'ils veulent vivre. Ils veulent vivre pleinement, profiter de leur jeunesse, de leur amour, mais il y a un moment où ça devient de la survie. Puis ils mettent toutes sortes de choses en place
dans le roman, à un certain moment, il y a même un autre homme qui entre dans leur vie, dans leur couple, pour pallier certaines choses qu'Eden n'est plus capable de faire et ils vont avoir cette relation à trois pendant un certain temps. Alors, ça, c'est encore des façons pour eux de tenter de rester vivants, spéciaux, légers, alors que la lourdeur les rattrape peu à peu. J'ai remarqué d'ailleurs, alors je n'ai pas lu les autres romans parce que c'est la première fois que je crois que vous êtes publié en France, donc je n'ai pas eu accès au texte québécois, mais j'ai eu l'impression en faisant quelques recherches qu'il y avait quand même des points communs finalement, notamment avec le roman Pleine de toi, où Estelle perd son homme dans un accident de la route et apprend qu'elle porte son enfant. C'est aussi une question de reconstruction, là aussi, alors légèrement différente, bien entendu, mais il y a quand même ce thème de la reconstruction. On parle souvent de résilience. Moi, j'ai pas trouvé que c'était forcément de la résilience de manière totale. Pour moi, c'est plus de la reconstruction. Mais pour le coup, est-ce que c'est ce qui vous caractérise aussi en tant qu'écrivain? Est-ce que vous êtes une autrice à reconstruire ou en reconstruction, ou en tout cas dans vos personnages, il y a cette notion de redémarrer finalement, de redémarrer des cycles. C'est intéressant. Je ne l'avais jamais vu sous l'angle de la reconstruction. Pour moi, c'était plutôt... c'est un peu pourquoi je disais des histoires d'amour tordues. Mes histoires d'amour sont toujours tordues parce qu'elles font face à des obstacles inattendus et un peu tordus, oui, qui forcent à faire des entourloupes pour pouvoir maintenir la santé mentale et la vie comme elle l'était auparavant. Alors oui, dans Pleine de toi, où on peut voir des parallèles, effectivement, Estelle, dans Pleine de toi, apprend qu'elle est enceinte de son amoureux après la mort de celui-ci. Il décède et elle apprend qu'elle est enceinte ensuite. Alors, c'est tout à fait dans la résilience aussi. Par contre, la résilience, dans ce cas-ci, elle est très individuelle. Elle est plus dans l'histoire d'amour comme dans Prendre son souffle, où la résilience tente de se faire à deux. J'ai pas de bonne réponse sur la reconstruction. Vous m'amenez un angle que je n'avais pas vu moi-même sur mon œuvre. Il y a une phrase il y a une épigraphe d'Adélaïde de Clermont-Tonnerre au début du livre qui est très intéressante puisque elle écrit: Le seul moyen de connaître l'amour inconditionnel sur cette terre, ce n'est pas de l'attendre, c'est de le donner. Est-ce que c'est aussi votre vision? Alors, elle est là parce qu'évidemment, elle donne un angle et un axe parfait pour le roman. Et souvent, les écrivains prennent des phrases qui collent parfaitement au roman, mais est-ce que c'est aussi votre manière de voir l'amour, l'amour inconditionnel et le fait du don de soi finalement, plutôt que de l'attendre, comme on en a pendant des années beaucoup entendu parler, l'histoire du prince charmant. Pour le coup, là, vous êtes Ouais. à total inverse. Mais je trouvais que c'était une piste de réflexion intéressante parce que ça colle totalement à la courbe d'Anaïs dans cette histoire-là, où au début, elle veut être aimée, elle cherche l'amour et elle évolue dans cet amour-là en passant, disons, d'une aimée à une aimante. C'est une courbe qu'elle développe à travers le roman. Puis je trouvais que c'est vrai en amour, oui, mais aussi on peut penser l'amour inconditionnel. Où est-ce qu'on touche à l'amour inconditionnel? C'est avec ses enfants, avec ses proches. Quand on donne l'amour, c'est la seule façon qu'il soit absolu, je dirais. Attendre l'amour absolu, on risque d'être déçu. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose qui collait à la réalité d'aujourd'hui. Moi, je suis entourée de jeunes collègues en publicité. Mes collègues sont de jeunes vingtenaires pour la plupart. Tous cherchent l'amour activement et je peux vous dire que c'est complexe aujourd'hui, l'amour, avec les applications de rencontres, le ghosting. Tout le monde cherche l'amour et j'aimais cette notion d'arrêter d'attendre que quelqu'un nous aime et nous d'embrasser, d'aimer pleinement et que ce soit ça la vraie réponse finalement. Aimons, puis peut-être que l'amour suivra, reviendra en retour. Sandra, c'est à toi. Oui, bonsoir. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis désolée s'il y a un petit peu de bruit. Anaïs est un personnage quand même assez romantique. Alors, on dit parfois par romantisme que l'amour est plus fort que la mort. Est-ce que vous diriez que votre roman incarne cette sorte d'adage ou au contraire démontre le contraire? Parce que enfin, c'est compliqué en fait de se positionner par rapport à ça. Et vous, qu'est-ce que vous avez dans le cœur, dans l'esprit aussi, par rapport à l'histoire que vous nous avez racontée?
Assurément, Anaïs est très romantique parce qu'elle croit que l'amour sera plus fort que la mort. Je voyais un peu cette histoire-là comme pas, ce serait grand de dire un Roméo et Juliette, mais oui, il y a cet aspect-là de l'amour qui va au-delà de tout, qui rencontre des obstacles et qui va franchir ces obstacles-là. Alors oui, je vois un côté très romantique là-dedans. Je pense que ça a beaucoup plu J'ai eu énormément de lecteurs et lectrices au Québec, mais énormément de lectrices surtout. Et je pense que ça a beaucoup plu aux femmes, ce côté romantique, justement, cet amour si grand qu'il défie la mort, finalement. Ça a même Je ne plu sais pas aux si je femmes, hein. réponds bien à votre question. Apparemment, Très, oui. très, très bien, merci, ouais. Alors, on a parlé d'amour, mais on n'a pas parlé du côté cru du langage, finalement, de la cruauté des choses, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment cruel? À mon sens, c'est beaucoup plus, c'est véritable en réalité. Il n'y a pas il y a pas de cruauté dans vos mots. Au contraire, je trouve que c'est extrêmement pudique, tout en étant extrêmement réel. Il y a des scènes qui sont terribles, bien entendu, mais comment vous avez géré ce vocabulaire, cette manière de raconter? Je pense notamment à certaines scènes, je ne peux pas trop en dire, mais cela étant, il y a quand même des scènes qui marquent une difficulté à surmonter, une difficulté qui est quasiment insurmontable dans certains couples, notamment lorsqu'il y a une personne qui est tout simplement atteinte d'une maladie et qui dépend de l'autre. La dépendance, la question de la dépendance, elle est évidemment au cœur de l'ouvrage. Mais comment on traite ce vocabulaire tout en étant véritable et en même temps en disant les choses de manière parfois un peu cruelle? Je pense que c'était inévitable d'être cru pour traduire la réalité de vivre avec cette maladie, de vivre avec quelqu'un qui a cette maladie. Je pense qu'il fallait y plonger à fond puis pas essayer d'adoucir les angles. Il fallait le montrer tel que c'était pour que ce soit vrai, puis je voulais que ce soit vrai. Aussi, je dois dire que mon écriture n'a jamais été dans... Ça a toujours été très, très cru et imagé, mon écriture dans mes romans précédents également. Alors, c'est sûr que si j'étais fidèle à moi-même, j'allais le traiter avec une dose de sensualité qui fait toujours partie de mon écriture, avec un côté cru qui fait toujours partie de mon écriture aussi. Mais surtout, j'avais l'impression que si je voulais que les gens puissent vraiment aborder cette réalité-là, qu'il fallait y aller à fond dans le réalisme. Et d'ailleurs, je travaille en ce moment à l'écriture potentielle d'un scénario pour un film qui serait tiré du roman. Et c'est quelque chose qui m'habite comme thème dans cette écriture parce que je pense que ça demande un film cru aussi. Il faut y aller à 100%. Il faut que les gens puissent voir sans filtre et sans enjoliver c'est quoi la réalité. Ça met en lumière et la difficulté pour la personne atteinte et la grandeur d'âme de la personne qui accompagne ça à côté. Si on n'y va pas à fond, on essaie de faire du joli avec quelque chose qui est assurément pas toujours joli. Alors, on a évidemment hâte de découvrir le film si jamais ça se réalise. On sait à quel point c'est difficile, mais en même temps, on a un peu peur parce qu'on sait que ça va être peut-être très dur. Euh, c'est aussi une question, je trouve que ce roman-là, il fait aussi appel à la question de la pitié qui revient constamment dans ce livre-là aussi. Euh, comment on surmonte une telle épreuve par rapport à l'autre? Le fait tout simplement d'avoir un semblant de pitié et de l'autre côté, savoir que l'autre a pitié de nous. Mais je pense que c'est d'autant plus difficile pour la personne qui subit la pitié. C'est ce qui est un peu, c'est tout le dilemme du roman, hein. Moi, j'aimais ces deux aspects, ces deux points de vue-là. Évidemment, on suit le point de vue d'Anaïs, mais on peut quand même se projeter dans les deux situations. Puis c'est ça, vous parliez tout à l'heure du moment où Eden veut la forcer à le laisser, mais c'est parce qu'il n'a pas envie de devenir cette personne qui est un poids, cette personne dont on a pitié. Il, il veut y rester aux yeux de cette amoureuse, le Eden qu'il a été, et ensuite aller vivre sa décrépitude cachée quelque part et pas sous ses yeux à elle. Alors, subir la pitié, c'est une chose. Et pour l'autre personne aussi, on sait tous que dans l'amour, il y a toujours une petite dose d'admiration. Quand même, on tombe amoureux de quelqu'un, on l'admire pour différentes raisons.
quand cette admiration-là se mue en pitié, comment l'amour survit, c'est quoi l'amour finalement, au-delà du corps? Parce qu'il y a toute cette question-là aussi, on tombe amoureux, oui, de l'esprit de quelqu'un, mais aussi de son incarnation physique. Quand le corps disparaît, qu'est-ce qu'on aimait de cette personne-là? C'est quoi qui faisait qu'on l'aimait? Est-ce que c'est encore là, tout ça? Est-ce que ça s'étiole avec le corps? C'est des questions qui, je ne sais pas si j'y ai parfaitement répondu dans le roman, mais c'est toutes des questions qui m'habitaient à l'écriture du roman. Oui, parce qu'en effet, je trouve que le plus important n'est pas de répondre à des questions. Je pense que le plus important est peut-être de se poser déjà des questions. Et ma question, bah, qui est totalement différente, mais j'aimerais savoir comment vous arrivez à vous détacher en tant qu'autrice de cette situation-là, du texte que vous écrivez. Il faut garder cette distance, sinon vous n'arrivez, j'imagine, pas à écrire. Donc, comment vous gardez cette distance-là? En tant que lecteur, on est dévasté. Alors, quand on l'écrit, on a l'impression aussi qu'il y a quand même une force émotionnelle extrêmement forte. Comment vous arrivez à vivre cette situation-là en étant immergé dans vos personnages, mais en même temps avec une obligation de vous détacher totalement? Je dois vous avouer que quand les gens ont commencé à me dire qu'ils pleuraient en lisant mon roman, j'ai été très étonnée. Puis maintenant que c'est généralisé, que tout le monde me dit qu'il pleure en lisant mon roman, je sais qu'il fait pleurer, mais je ne m'attendais pas à ça. Je savais qu'il y avait une charge émotive. Je savais qu'il y avait de la tristesse. J'ai voulu qu'il y ait de la lumière aussi. J'essayais de calibrer tout ça pour que ça soit une montagne russe d'émotions un peu à travers le roman, mais je ne l'ai pas écrit en pleurant. Si ça peut répondre à votre question, je ne l'ai pas écrit en pleurant et ni en voulant faire pleurer les gens. Je l'ai juste écrit en tentant. Pour moi, comme le roman est construit, c'est une longue lettre d'Anaïs à Eden qui relate leur histoire de son début jusqu'à la fin où on arrive. Elle repasse à travers tout ça, elle, avec une nostalgie qui n'est pas dans l'apitoiement. Son regard à elle sur tout ça, c'est on a vécu une belle histoire d'amour qui méritait d'être vécue malgré toute la lourdeur, toutes les difficultés auxquelles cet amour-là nous a exposés. Alors, j'ai l'impression que dans cette tonalité de personnes qui est dans une nostalgie, qui veut regarder sous un jour positif cette histoire d'amour, peut-être que ça m'a donné je dirais pas un recul parce qu'évidemment, il faut plonger pour l'écrire, mais ça m'a donné un regard attendri sur cette histoire et non pas triste ou apitoyé. Pardon. Très bien. Est-ce que vous nous feriez le plaisir de nous lire un premier extrait, Geneviève? Quel extrait vous avez choisi? Et oui, promis, Mais on ne spoilera rien. oui, c'est toujours difficile. J'en avais sélectionné 4. Je pense que je vais commencer par vous lire le tout début du roman parce que c'est intéressant de voir la rencontre avant toute autre chose. Alors, ça va comme suit. Il eût mieux valu que je ne te rencontre jamais, amour de ma vie. Mais voilà, c'est arrivé. Je me dis parfois que je suis injuste, qu'un tour de montagne russe avec toi vaudra toujours mieux qu'une vie entière dans la grande roue avec qui que ce soit d'autre. Reste qu'il y a de ces jours où, au plus profond de mon ventre, je souhaiterais ne pas avoir traîné au lit ce matin-là. J'aurais eu le temps de prendre un café à la maison et ne me serais pas trouvée sur ton chemin de cycliste pressé, mon latte à la main. Tu ne m'as pas renversé, mais c'est tout comme. Tu m'as frôlé à grande vitesse, comme les trains azur du métro caressent souvent le visage des vingtenaires trop absorbés par leur cellulaire. Leurs pieds profitent alors de leur inattention pour flirter avec la zone jaune bosselée tout au bord du quai. L'attrait inconscient du vide. C'était peut-être ça pour moi aussi, qui sait. J'ai sursauté violemment et le latte à 5 $ du Café La Rue s'est retrouvé sur mon chemisier blanc. Le fameux chemisier blanc ample et androgyne de chez Cass, qui m'avait coûté 1,5 bras et grâce auquel j'espérais donner un peu de crédibilité à ma jeune vingtaine dans mon premier vrai boulot d'adulte. J'étais envoyée chier entre 2 gémissements de filles ébouillantées et quelques sacres, te croyant déjà loin. J'en avais vu d'autres de ces cyclistes remplis d'eux-mêmes qui te presque tuent puis te font un doigt d'honneur, l'épaule tordue vers l'arrière pour que tu le vois bien sans même se retourner pour te regarder dans les yeux en t'envoyant chez le diable. Mais tu étais là, un pied au sol, contrit, me tendant ta serviette à sueur. J'ai regardé tes yeux et voilà, c'en était fait de moi. La possibilité d'une vie sans toi n'existait plus. Merci, Geneviève. Plaisir.
Avant de nous parler de l'auteur méconnu que je vous avais demandé de trouver, j'aimerais que vous nous parliez de vos influences finalement, parce que on a l'impression que vous ne ressemblez à personne, que ce soit littérairement ou culturellement. Est-ce qu'il y a des auteurs comme ça qui vous ont façonné en tant que lectrice, qu'en tant qu'écrivain? Est-ce qu'il y a des points d'accès? Est-ce qu'il y a, que ce soit au niveau de la musique, on vous sent, enfin, on sent dans l'écriture qu'il y a quand même quelque chose de très rythmé finalement. Est-ce que la musique a eu un impact sur vous? Est-ce que vous écrivez en musique? Hmm. Mais quelles ont été vos Non, influences? dans ce cas-ci, je pense que c'est la pub. C'est la pub. Assurément, c'est un peu drôle à dire, mais oui, être rédactrice publicitaire, on joue avec les mots au quotidien. Et puis, je pense que ça m'a donné un sens de la formule courte qui a un impact sur mon écriture littéraire aussi. Je suis une lectrice boulimique également. J'ai plein d'influences. La première qui me vient en tête, je pense à Laura, je ne sais pas comment on dit son nom, Kasichke, qui est une autrice américaine qui a des romans formidables, qui sont des romans à punch. Là. Ça finit toujours sur quelque chose, un revirement étonnant. C'est une créatrice d'ambiance formidable aussi. C'est le type d'écriture à laquelle j'aspire. Évidemment, dans ce cas-ci, c'est pas sa musique qui m'influence parce que je l'ai lu en traduction, alors c'est un peu différent. Mais sa façon de construire les histoires, j'ai une admiration sans borne pour cette autrice. Je pense particulièrement au roman Esprit d'hiver. Je pense qu'en anglais, c'est Mind of Winter, qui construit tout le long du roman une ambiance d'une étrangeté qu'on s'explique mal. Et quand on arrive à la toute fin du roman et qu'on découvre le pourquoi de tout cela, c'est le genre de roman qu'on referme en se disant « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je viens de lire? » Ça nous laisse bouche bée pendant plusieurs minutes pour essayer de digérer cette révélation finale. Ça, j'adore ça. Et c'est une autrice qui le fait très, très, très bien dans plusieurs de ses œuvres. Et d'en prendre son souffle, il y a aussi un suspense, il y a aussi cette volonté de connaître les choix d'Anaïs. Alors peut-être pas forcément les choix que d'Anaïs finalement, puisque elle a en effet ses choix à faire, mais on pourrait très bien penser que les autres personnages peuvent aussi faire ces choix-là, et certains le feront. Justement, par rapport à cette question-là, j'aimerais que vous nous, peut-être que vous nous parliez du scénario. Tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez en train de travailler sur le scénario. Est-ce qu'il y a une différence de traitement dans le scénario que vous êtes en train d'écrire par rapport au roman? Est-ce que les personnages sont un petit peu différents, ciselés de manière propice en tout cas au cinéma, ou au contraire, finalement, ce livre-là peut très bien être adapté au cinéma tel quel? Euh, Il est assez, déjà de la façon dont il est construit, c'est drôle parce qu'il y a plusieurs critiques et encore hier, il y a un acteur plutôt connu et animateur au Québec qui a écrit sur mon livre et qui disait à quel point c'était cinématographique dans la façon dont c'était écrit. Alors, il y a une parenté dans les courtes scènes faits visuels qui s'adaptent très, très bien, je pense, au cinéma. Ensuite, je suis en train de découvrir l'écriture des films. C'est un domaine extrêmement codifié où je me pose beaucoup de questions que je ne me posais pas à l'écriture du roman. Il y a des choses que je me rends compte que j'ai construites naturellement dans la courbe de l'histoire et qui respectent cette structure très codifiée d'un film, mais il y en a d'autres où il faut préciser peut-être un peu davantage la quête des personnages, leur histoire. Il y a tout ce passage à travers le temps aussi, parce que dans le roman, on passe d'une jeune femme de 27-28 ans à une femme de 40-42 ans. C'est une longue période à couvrir pour un film. Ça pose d'autres questions aussi. Il y a la fin. Mais là, je ne sais pas si je m'adresse à des gens qui ont lu le roman ou qui ne l'ont pas lu. Alors, je ne peux pas vendre la fin à qui Non, n'aurait pas lu encore le roman. non, ne la Mais la vendons pas. fin risque de changer dans le film. Ah, d'accord. Ok. Euh, il y a aussi un moment où Anaïs est comparée à un chien. J'aimerais lire ce passage. Je ne sais pas si c'est celui que vous aviez choisi peut-être ou pas, mais il ne dévoile rien là aussi, puisque c'est quelque chose de plutôt général. Et je vous cite, je ne savais plus si je restais pour moi, pour toi, par amour ou par une sorte de dépendance pathétique. J'étais un chien, ton chien, et les chiens ne partent pas. Ils ne quittent pas leur maître, ils restent là, fidèles, à côté d'eux et attendent, absorbent, puis, quand leur maître meurt, ils se laissent mourir tout simplement.
Je t'appartenais en quelque sorte. J'étais un animal blessé, ton animal blessé. Elle est terrible, cette phrase. Ces phrases sont terribles parce que elles en disent long aussi sur au-delà de la pitié, sur cette dépendance physique, finalement, d'une relation qui n'est plus équitable, qui n'est plus équilibrée. Est-ce qu'on peut vivre comme ça dans une relation qui est en déséquilibre total? Hmm. Non, non, je pense qu'une relation saine, ça doit d'être plus équilibré, mais j'aimais cette image parce qu'on parlait d'amour inconditionnel tout à l'heure, puis le chien a un amour inconditionnel, il peut se faire battre et revenir, et il est capable d'absorber beaucoup et jamais ne va faillir son sentiment de loyauté, de fidélité et d'amour envers son maître. Fait que j'aimais beaucoup cette image-là parce que Anaïs se rend là dans son amour. Elle se rend à un moment, puis c'est pour ça qu'Eden, au début, veut qu'elle parte parce que lui, il le sait que ça va se produire, que si elle part pas au moment où il est encore au plus haut, à ce moment-là, elle peut le quitter sans regarder derrière. Mais une fois que lui est dans la pente descendante, il le sait qu'elle pourra plus partir sans se sentir complètement, sans sentir qu'elle est une salope, finalement, qu'elle l'abandonne dans le moment où il y a le plus besoin d'elle. Ça devient quelque chose qui est empreint d'une culpabilité immense. Alors, c'est pour ça qu'il tente de lui ouvrir les portes de sa liberté à un moment où il a encore, comment dire, toute sa prestance. Après, ça devient difficile, puis c'est dans toute cette descente-là qu'Anaïs devient, son chien n'est pas, on va le dire entre guillemets, mais cette image-là prend son sens quand elle sait plus avec sa tête pourquoi elle reste. C'est juste une espèce d'instinct de loyauté, d'amour. Elle est plus capable de faire autrement. Tu sais, le chien, c'est ça, c'est son instinct profond et animal. Et Anaïs se rend là à un moment où c'est plus sa tête qui décide, c'est même plus tellement son cœur, c'est juste une espèce d'instinct de loyauté puis d'amour envers Eden qui la dépasse un peu. Et c'est aussi ça, vous venez de dire exactement là où je voulais en venir, sur le fait de partir en étant un petit peu lâche finalement. Il y a ces injonctions sociétales qui nous rattrapent et qui nous disent ne pars pas. Elle le dit même d'ailleurs, elle le dit à un moment donné, elle dit rien à faire d'une liberté sans toi. Elle est belle aussi cette phrase parce qu'elle dit tout, finalement, elle résume tout le roman. Elle aimerait partir, mais sans lui, ça n'a plus aucun sens. Et c'est vrai que je me suis posé cette question-là de savoir le moment où elle part, finalement, déclenche son destin. Si elle part trop tôt, elle passe en effet pour quelqu'un qui a abandonné un mari affaibli. Si elle part au milieu, c'est déjà limite. Et si elle part après, c'est quasiment une héroïne. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle passe par tous les stades, finalement, de cette conscience. Oui, complètement. Puis elle pense qu'elle va traverser tout ça en restant droite et elle-même. Et c'est un peu à ses dépens qu'elle se rend compte de ce que ça demande, tout ça. Elle passe dans tous ces stades. Puis effectivement, c'est quand le bon moment pour partir. Puis il y a aussi la question, à travers le roman, Eden se demande lui-même c'est quand le bon moment pour partir parce qu'il y a ces pensées de mort parfois, puis de suicide, à savoir est-ce que je pars au sommet, mais si j'attends trop, je serai peut-être plus capable de partir selon ma propre décision. Alors, il y a ça dans la maladie, c'est un escalier descendant, puis on ne sait jamais c'est où le point de bascule. Puis Anaïs se pose ces questions-là parce que partir quand il est au sommet, ça devient ridicule. Elle est amoureuse de cet homme-là, elle est heureuse, ils font leur vie ensemble, ils font tout ce qu'ils aiment. C'est pas maintenant qu'elle veut partir, elle veut en profiter le plus longtemps possible. Et ensuite, quand de petits symptômes arrivent, ben, c'est pas non plus le moment de partir, c'est petit, mais plus ça va, plus ça augmente. Puis c'est quand le bon moment de partir pour pas devenir la personne qui abandonne au moment où l'autre devient vulnérable. C'est des questions qui, moi, m'ont habité en voyant un couple passer à travers cette maladie-là. Est-ce que je me suis demandé à certains moments, c'est-tu encore par amour ou c'est par devoir, par loyauté, par obligation, par culpabilité? Tout ça est infiniment humain. Puis j'avais envie de vivre ça de l'intérieur avec un personnage, cette espèce de déchirement qui est de l'amour, mais un sens des responsabilités aussi. Pas être capable de rester puis d'être bien, mais pas être capable de partir non plus. Ce déchirement-là, je le trouvais fertile. Est-ce que vous vous êtes posé la question? Est-ce que vous vous êtes mis à la place d'Anaïs? Est-ce que vous avez Moi, répondu à cette question?
Je ne sais pas si on peut y répondre avant de le vivre. Bien honnêtement, je ne sais pas si on peut répondre à ça, mais je ne pense pas que j'ai la force d'Anaïs. Non, je ne pense pas que j'ai cette force-là. Je trouve ça... c'est une abnégation sans borne, mais peut-être que c'est aussi... c'est drôle, après l'écriture du roman, je me suis fait la réflexion que peut-être que ce thème m'avait aussi intéressée parce que comme mère de 3 jeunes enfants, de l'abnégation par amour, c'est l'essentiel de mon existence. Alors, je trouvais qu'il y avait quelque chose là-dedans de... J'aime mes enfants, mais j'ai aussi un sentiment de devoir. Parfois, j'aimerais y échapper un petit peu, mais non, il y a ce sentiment de devoir. Tout ça, je trouvais que c'était des sentiments qui, même si je ne suis pas du tout dans cette situation, qui avaient une résonance chez moi. Le don de soi, l'abnégation par amour, s'étend dans ce cas-ci à un autre type de relation, mais ça faisait d'autant plus sens pour moi d'écrire là-dessus. Et c'est drôle parce que j'ai écrit la première version de ce roman-là. Je l'ai écrit essentiellement debout au comptoir de ma cuisine avec un bébé endormi dans une écharpe de portage sur ma poitrine. J'étais en congé de maternité de ma 2e fille à ce moment-là. Et c'est le seul moment que j'avais pour écrire. Alors, puis au Québec, contrairement à vous, mesdames françaises, on a des beaux congés de maternité d'une belle année complète ici. Alors, il vient un moment où le bébé dort un petit peu de jour, puis on a peut-être un petit peu de temps qui se libère. Alors, voilà, j'ai écrit ce roman-là avec ce bébé endormi sur moi. Alors, c'est sûr que ça a eu un impact dans la façon dont le thème de l'abnégation par amour m'a touchée, je pense. C'est encore plus fort d'avoir réussi cet exploit alors. Alors, on a parlé du couple, mais on n'a pas parlé de la famille au sens plus large aussi, parce que les 2 parents d'Éden sont aussi plutôt importants, parce que ont, entre guillemets, lâché l'affaire, parce qu'ils le savent, ils savent que c'est inéluctable. Ils ont déjà eu 2 enfants, dont le premier, Marc, qui est décédé plutôt tôt. Une deuxième qui est encore en vie. On n'en dit pas plus. Pour le coup, ils ont déjà vécu tout ça. Et c'est aussi l'entourage, finalement, de cette famille-là qui va tenter de convaincre Anaïs. Ça va être aussi intéressant de voir que l'entourage, on a l'impression que, et ça se voit régulièrement, plus on dit de faire quelque chose et plus on fait l'inverse, finalement. Et encore plus quand c'est sa belle-mère. Mais, mais pour le coup, euh, cette histoire de belle famille, ces 2 parents, alors ils ont un petit rôle, hein, évidemment, c'est pas un rôle principal dans ce roman-là, mais quand même, on voit cette épée de Damoclès qui est là, et notamment à travers eux, les yeux terribles des parents devant ces 3 enfants qui ont un avenir plutôt difficile à envisager. Oui, je trouvais ça intéressant de le voir du point de vue familial aussi. Puis c'est comme si eux, ils ont accepté que ça faisait partie de leur histoire familiale, cette plaie, cette maladie qui plane sur eux. Mais ils essaient de dire à Anaïs qu'elle, ça ne lui appartient pas, qu'elle peut s'en aller, qu'eux sont pris avec ça, ils vont s'en occuper, ils connaissent la façon de faire, ils l'ont vécu 3 fois, mais qu'elle est jeune, elle a une vie devant elle. Ils essaient un peu de la pousser à partir de son côté. Puis, je me souviens, pour revenir un peu à Claude et Michel, dont j'ai parlé au tout début, j'ai assisté du vivant de Michel aux funérailles d'un de ses frères qui avait aussi souffert de la maladie. Et je me souviens à ces funérailles-là d'être oppressée par de voir Michel pleurer, mais pleurer son frère, mais aussi pleurer elle-même parce qu'elle est face évidemment à la perte d'un être cher, mais aussi face à ce qui l'attend. Puis de voir, eux, ils avaient un autre frère qui n'était pas atteint. Et ça, j'avais trouvé ça très intéressant aussi, comment on se sent. Puis je ne l'ai pas mis dans le roman, j'aurais pu. Mais cet autre frère, comment on se sent qu'on est le seul épargné de la famille. C'est intéressant aussi. Comme sentiment de culpabilité, ça doit être assez lourd. Mais cet aspect-là de la maladie, d'une famille qui avance en sachant que sa date d'échéance n'est peut-être pas aussi loin que pour la moyenne des gens. Je trouvais ça intéressant de l'opposer à Anaïs, qui, elle, reste un peu par choix, entre guillemets, alors qu'eux ont accepté que c'était leur sort. On va prendre une petite photo de groupe, même si on ne parle pas de choses très joviales, je sais, mais le roman est merveilleux. 3, 2, 1.
C'est bon, parfait. Et c'est le moment du deuxième extrait. Alors, Geneviève, c'est à vous. Oui, allons-y. Alors, j'ai choisi un extrait tout de même dans un mélange de lourdeur et de légèreté. Puis un jour, tu as voulu t'étendre sur moi et tu n'as pas pu. Ce n'était pas ton membre, mais tes membres qui te lâchaient. Tes jambes, tes bras qui ne pouvaient plus supporter ton poids. Tu tremblais de partout. Je n'ai rien dit. Je t'ai couché sur le dos et t'ai chevauché avec fougue. Tu m'as empoigné les fesses, me faisant glisser vers le haut, vers ton visage. Tu as dévoré mon sexe comme un affamé, comme un goinfre, enfouissant ton visage au complet dans ma moiteur. J'ai joui longuement et tu t'es mis à rire en reprenant ton souffle. Quoi? Quand je serai plus capable de rien faire, tu me tueras comme ça, OK? Pas d'oreiller sur ma face, juste ton sexe pressé contre ma bouche jusqu'à ce que j'en crève. C'est une belle mort, je trouve. T'es con, je vais pas te tuer. Ce serait un homicide involontaire. Il me mangeait, votre honneur. Je me suis laissé emporter par le plaisir. Si vous saviez comme il savait qu'unilinguer feu mon homme. J'ai ri doucement. On a écouté le silence un instant. C'est pour vrai quand plus personne me comprendra, quand plus personne comprendra ce que je dis, quand je vais avoir besoin d'un harnais pour passer de mon fauteuil roulant à mon lit, quand tu vas juste ressentir de la pitié en me regardant, si t'es encore là, tue-moi. J'ai avalé de travers. On se calme, Dan Bigra. Tu as éclaté de rire. Maudit qu'on était bien. Malgré tout, malgré l'horreur tapie dans le coin qui attendait, qui nous gardait à l'œil, il y avait au-dessus de nos têtes une épée bien tranchante, aiguisée avec soin par le petit monsieur qui passe avec son camion d'affûtage en faisant teinter les cloches les soirs d'été dans les quartiers résidentiels. Et on la narguait de nos rires, de nos ébats, de notre amour. Maudit qu'on était bien. Merci Geneviève. Alors, c'est un des passages drôles du livre, drôle et à la fois terrible, mais il vaut, entre guillemets, pour tout le livre. Il suffit d'un seul passage humoristique pour faire passer la pommade. Et là, pour le coup, celui-ci, il est quand même particulièrement savoureux. J'aimerais qu'on parle notamment de la déliquescence finalement d'Éden. Je vous cite là aussi. J'étais la spectatrice impuissante de ces petits deuils qui jalonnaient maintenant ta vie. Chaque matin, tu pouvais te réveiller en ayant perdu quelque chose que tu tenais encore pour acquis la veille. Parler sans difficulté, applaudir en synchronisme avec les autres à la fin d'un spectacle, manger de la soupe proprement, te raser sans te couper. C'était cruel, insoutenable. Chaque fois que tu faisais quelque chose aussi banal que soit l'activité en question, c'était en ne sachant pas s'il y aurait une prochaine fois. Notamment, et je rebondis aussi notamment sur cette question du fauteuil roulant qui se pose, et notamment la marchette, que je ne connaissais pas. C'est un mot que je ne connaissais pas, c'est le déambulateur en français. En québécois, je pense que ça veut dire marchette. Voilà, je pense que c'est une traduction directe. Mais c'est aussi cette vision de voir que du jour au lendemain, d'heure en heure, finalement, les choses changent, évoluent, basculent. Et évidemment, elles basculent toujours dans le négatif. Et c'est ça qui est terrible aussi, c'est que, il n'y a pas d'issue positive. Il y a très peu de lumière après que les symptômes soient réels. Oui, oui, on revient pas en arrière, c'est toujours, c'est ça, c'est cet escalier. Puis ce que je trouvais intéressant à explorer aussi, c'est à quel point, quand on sait que notre vie va être juste jalonnée de pertes, ce que ça fait comme urgence de vivre. Puis c'est ça que je voulais explorer plutôt dans la première partie du roman, dans Leur amour, cette urgence de vivre pleinement puis de manger la vie à pleine bouche parce que on sait que on ne sait pas ce qu'on va être encore capable de faire la semaine suivante ou l'année suivante. Alors, ça amenait, ça amenait dans ce couple-là on dit YOLO, You Only Live Once, là, le carpe diem, toujours vivre plus pleinement. Ça a amené une intensité au couple qui a participé, je pense, de la construction de leur amour parfait parce qu'ils sont tellement intenses, ils plongent avec tellement d'intensité parce qu'ils s'aiment fort, oui, mais aussi parce qu'il y a ce sentiment que le temps file et qu'il faut qu'ils en profitent pleinement. C'est ce que ça entraîne que je trouvais vraiment très intéressant à ce niveau-là. Puis oui, évidemment, se lever chaque matin avec peut-être une surprise de plus du côté du négatif, c'est insoutenable. Et c'est aussi la décrépitude du langage, parce que ça aussi, vous le traduisez parfaitement dans les dialogues, où on voit le langage d'Éden se détériorer de jour en jour, où vous le traduisez par des dialogues en onomatopée, ou en tout cas, vous le faites extrêmement bien là aussi, parce qu'on comprend tout, alors que
à mon avis, on ne comprendrait pas dans la vraie vie, finalement. Et vous arrivez à le traduire tout en faisant comprendre que la communication entre eux, finalement, est de plus en plus délicate, de plus en plus douloureuse. C'est un point névralgique aussi de cette communication. Est-ce que vous pensez que avec une communication normale, est-ce que ce couple aurait pu survivre finalement? Est-ce que la communication est le point névralgique de cette difficulté relationnelle entre eux? Ah, c'est un bon point. Je pense que ça fait partie de l'aspect le plus difficile de la maladie parce que sinon, une personne handicapée peut avoir une belle vie parfaitement normale, mais ne pas pouvoir communiquer avec les autres, pas pouvoir rendre compte de ce qu'on vit. euh, Assurément, ça rend ça fait refermer la personne sur elle-même. C'est l'aspect qui fait le plus que la prison se referme. Quand on ne peut plus interagir avec les autres, on devient seul à l'intérieur de soi. C'est peut-être ce qui m'a le plus aussi troublée chez le couple que j'ai connu avec Michel qui souffrait de cette maladie. C'est Michel, pendant de nombreuses années, oui, elle parlait avec un langage un peu assuré que j'ai tenté de traduire dans le roman, mais on la comprenait jusqu'à un certain point. Puis vers la toute fin de sa vie, on n'était plus capable de la comprendre. Puis je me souviens que mon amoureux téléphonait. Puis parfois, c'est elle qui répondait. Claude la laissait répondre, mais ça devenait rempli de malaise parce que elle tentait de communiquer, mais on la comprenait pas. Alors tout ça, puis tu sais, dans le roman, il y a cet aspect lorsque les gens se retrouvent seuls avec Eden. À un moment donné, Anaïs mentionne qu'elle va aux toilettes, puis les gens paniquent parce qu'elle n'est plus là pour traduire, puis qu'ils deviennent confrontés à cette incapacité à communiquer. Puis là, Eden veut leur parler, tente de communiquer, ils comprennent pas, ils sont mal à l'aise de dire qu'ils comprennent pas. Alors tout ça, la communication, oui, c'est un aspect extrêmement dur de la maladie. Et c'est totalement excluant par rapport aux autres. Vous venez de le dire, en effet, les deux se coupent littéralement du monde, excepté pour une personne, c'est le fameux David. Alors on va essayer de pas totalement tout dire, en tout cas de cette relation-là, de cette triple relation, mais il faut quand même en parler parce que c'est un personnage extrêmement important du livre qui leur permet de prendre leur souffle à tous les trois finalement. Et peut-être vous nous expliquez aussi le titre de ce roman, Prendre son souffle. C'est vrai qu'on aurait pu trouver 50 titres, tellement c'est parlant, tellement ce roman est parlant, tellement on a des idées qui nous viennent. Et Prendre son souffle, c'est aussi extrêmement intéressant, tant il y a de définitions possibles à travers ce dernier. Mais j'aimerais que vous parliez de David d'abord. David qui n'a peut-être pas existé pour Claude et Daniel. Non, pour Claude et Michel, David n'a pas, Pardon. n'a pas existé, en tout cas pas à ma connaissance. Peut-être qu'ils ne m'ont pas tout dit. Mais c'est tellement dans ce couple-là qui est jeune, qui a une belle sexualité, qui est très sensuelle, très physique. À un certain point, Eden fait promettre à Anaïs que le jour où il pourra plus lui faire l'amour, elle va partir. C'est ça qu'elle lui promet. Puis ils vont pas s'en tenir à cette promesse. Là, désolée, je vais vendre des punchs. Euh, ils vont pas s'en tenir à cette promesse. Ils vont plutôt tenter de pallier aux pertes d'Éden parce qu'ils veulent rester ensemble, parce qu'ils s'aiment et qu'ils veulent rester jeunes, fous, en vie. Alors, David va arriver comme ça dans leur vie, comme troisième roue du chariot et il va venir les sauver pendant un certain temps, ramener de l'intimité physique entre eux et aussi alléger leur situation. C'est comme, elle le dit Anaïs dans le roman, c'est comme si soudainement le poids de leur situation, c'est à trois qui la portent. Ils sont plus seulement celui qui est atteint et celle qui l'aide. Il y a une autre personne avec eux qui participe à mettre de la légèreté dans leur vie. Alors, David joue ce rôle-là pendant un certain temps, puis on découvre ensuite ses motivations et pourquoi il joue ce rôle-là auprès d'eux. Et ça, on ne dira rien. Non. Alors tout à l'heure, je faisais le parallèle avec les petits points communs que vous aviez avec Anaïs, mais finalement, quelle est la part de vous dans ce roman-là? Je sais que c'est une question qui est intime, certes, mais qu'est-ce que vous avez mis de vous, de Geneviève Janel, dans ce roman, alors que vous traitez d'une histoire d'un autre couple? Qu'est-ce qu'il y a de vous, excepté qu'Anaïs, en effet, travaille dans la publicité et il n'y a pas mention d'Escarpin, je crois. Je sais que vous êtes fan d'Escarpin aussi, de ce que j'ai cru comprendre. Mais là, il n'y a pas d'Escarpin dans ce roman-là, il ne me semble pas. Qu'est-ce qu'il y a Non. de vous?
C'est une question, je suis pas toujours certaine que les auteurs-autrices savent quelle part d'eux ils investissent dans les romans. J'ai l'impression que ça va beaucoup chercher de nos conflits et désirs inconscients, ce qu'on met de nous dans un roman, mais je pense que la première réponse qui me vient, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la maternité. Je pense que mon sentiment parfois d'être prisonnière de mon amour et de mon abnégation pour mes enfants, c'est peut-être ce que j'ai investi de plus intime qui m'appartient dans ce roman-là. Même si c'est pas du tout traité sous cet angle-là ou dans ce... Oh, pardon, je suis en train de donner un coup à ma table. Dans cet angle-là, dans le roman. Mais c'est la première chose qui me vient. Mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui nous échappent, les écrivains, dans ce qu'on met de nous dans les romans. On a des thèmes récurrents qui reviennent sans cesse, puis on ne sait pas trop pourquoi. C'est pas des trucs qui nous habitent au quotidien, mais qui habitent tous nos écrits souvent. J'avais une question en lisant le parcours d'Anaïs à travers le roman. Est-ce que vous vous êtes posé la question de la manière dont elle allait être perçue? Est-ce que, elle était, entre guillemets, une sorte de cible idéale pour certains qui n'allaient pas comprendre que cette femme-là ne puisse pas aller jusqu'au bout avec son mari? Est-ce que vous avez eu des retours de lecteurs, notamment en ce sens-là, sur le fait que, qu'entre guillemets, elle n'avait pas le meilleur rôle, ou en tout cas qu'elle ne faisait pas les choses correctement? Je pense que ça aurait pu heurter, je ne sais pas, dans un monde actuel où en effet on scrute la moindre caractéristique même d'un personnage dans une matière romanesque. Je me suis posé la question de savoir comment elle allait être perçue finalement, Anaïs. Non, les gens ils n'ont pas été critiques dans leur retour envers Anaïs. Je pense que le fait qu'elle passe avec beaucoup d'honnêteté à travers tout ça, puis avec beaucoup d'amour, les gens se sont abstenus de la juger, peut-être, ou ils me l'ont pas dit. La seule, je pense très peu, en toute franchise, je pense très peu à la réception d'un texte quand je l'écris. Je suis pas dans le regard extérieur. Je pense que ça m'inhiberait beaucoup dans mon écriture. Mais je me suis quand même à un moment demandé, quand il y a justement David et certaines incartades, disons, si ça pouvait nuire à la crédibilité de leur amour peut-être, ou déplaire que ce soit pas un parcours linéaire amoureux parfait, disons. Mais quand des pensées comme ça viennent dans l'écriture, j'essaie de les chasser parce que si on se met à se demander ce que les gens veulent lire, on n'écrit plus. Il faut écrire ce qu'on a envie d'écrire, puis advienne que pourra ensuite. Donc aucune limite à l'acte d'écriture, aucune limite, notamment à certaines scènes. Est-ce qu'il y a des scènes qui ont été coupées? Est-ce qu'il y a eu un director's cut? Non, non, il n'y a pas de scènes qui ont été coupées, mais je sais que des Français m'ont dit que notre culture littéraire québécoise était peut-être plus ouverte, parfois plus crue. Je ne sais pas comment le dire, mais on est je sens qu'on est très libre ici on n'est pas très pudique dans notre écriture. Il y a beaucoup d'écrits qui sont même en langue très orale, très châtiée. J'ai pas senti que je devais me censurer. Évidemment, il y a des questions après ça plus pointues. La liberté de l'écrivain n'est pas absolue quand ça touche au réel et à plein niveau. On pourrait avoir des grands débats éthiques, là, mais quand il s'agit simplement de est-ce qu'on va trop loin dans le cru ou dans... Non, je pense pas. J'ai l'impression qu'on peut aller assez loin tant que c'est justifié et pas gratuit, peut-être. Si on sentait qu'un auteur écrit dans le but de provoquer ou dans le but de troubler le lecteur, peut-être que ça passerait moins, mais quand ça s'inscrit dans la vérité d'un personnage, j'ai l'impression que les gens le reçoivent comme tel. Je comprends. Alors, on a pas, tout à l'heure, je vous ai lancé sur le titre, sur le choix du titre, finalement. Alors, prendre son souffle. Qu'est-ce qui se cache derrière ce titre-là? Est-ce qu'il y a une histoire particulière ou une anecdote? Est-ce que le titre a évolué aussi? Oui, c'est drôle, les titres, je trouve ça infiniment difficile, honnêtement. Et ce titre-là est arrivé assez tardivement dans le processus d'édition parce que pendant un certain temps, on avançait avec le titre Attendre la vague.
Et il y a eu quelqu'un dans l'équipe d'édition, à un moment donné, la COVID était encore un peu en cours, se terminait, puis il y a quelqu'un qui a dit « Oh mon Dieu, là, on est rendu à la 5e vague ou je sais pas quoi de COVID. » Le gouvernement n'arrêtait pas d'annoncer une autre vague. Et là, attendre la vague, ça a soudainement pris à nos yeux une espèce de sens pas le fun, attendre la prochaine vague de maladie, ou en tout cas, fait qu'on s'est mis à détester le titre tous ensemble. Et je me suis tournée, c'est celui-là qui a surgi, j'ai brainstormé un petit peu, et c'est ce titre-là qui a surgi. Puis finalement, je trouve qu'il colle beaucoup mieux au roman que le titre précédent, parce que les gens ont souligné le fait que même ça faisait écho à leur expérience. Le livre est court, se lit d'une traite, il faut prendre son souffle puis passer au travers. C'est ça l'expérience que les lecteurs ont du livre jusqu'à présent. Mais moi, je le voyais surtout comme ce moment où on prend son souffle avant de plonger, avant d'y aller à fond. Puis pour Anaïs, c'est ça, c'est OK, tout ça est devant moi, il y a cette maladie qui plante, je prends mon souffle puis je fonce. C'est vraiment ça pour moi, cette espèce de dose de courage qu'on se donne avant de plonger à fond. Puis il y avait aussi ce second sens de prendre son souffle à lui, que j'aimais bien, qui est peut-être plus subtil, mais prendre son souffle à lui, un peu devenir son extension, finalement, vivre pour lui un petit peu ou à sa place. Ah ben, je préfère encore cette explication. C'est ma préférée, celle-là. Elle est magnifique, c'est vrai. Totalement. J'aimerais peut-être que vous nous parliez de cette manière d'écrire, notamment à la deuxième et à la première personne, finalement. Est-ce que vous avez eu la crainte, ou en tout cas, oui, la crainte d'être totalement identifié à Anaïs? Est-ce que c'est une question qu'on se pose? On choisit narrativement une personne du singulier qu'on met au cœur même du roman? Je me rends compte, c'est drôle parce que les lecteurs québécois, à chaque fois que j'ai publié un roman, quand ils m'en parlaient, on dirait qu'ils pensaient que c'était mon histoire. Les gens avaient toujours beaucoup tendance à transposer comme si c'était directement de l'autofiction ou même autobiographique. Je me suis dit que peu importe de quelle façon je l'abordais littérairement, certains gens penseraient que j'écrivais pour moi-même. Le tu m'a fait davantage peur parce que moi, comme lectrice, je n'aime pas beaucoup lire au tu et avoir l'impression qu'on me dit tu à moi. Alors, c'était très important pour moi que ce tu-là soit contextualisé dès le départ puis que ce soit un tu qui soit dirigé et qu'on le lise pas. Personnellement, je trouve ça un peu agressant, lire un récit au tu et avoir l'impression qu'on me parle de moi, là. D'accord. Mais le je, non. Je sais pas. J'ai l'impression que les gens se plaisent parfois à imaginer. Je le fais moi-même parfois, surtout quand je lis des auteurs que je connais, je m'imagine la part de ce qui est à eux ou pas à eux, mais on le sait jamais. Puis ça ajoute peut-être au plaisir parfois de ne pas savoir ce qui est vrai ou pas vrai dans une histoire. Est-ce qu'après l'écriture du livre, alors je crois qu'il a été publié en 2022 au Québec, hein, il me semble, est-ce que ça a changé quelque chose pour vous finalement en tant qu'être humain et en tant qu'autrice peut-être, ça a déclenché peut-être certaines choses, mais en tant qu'être humain, en tout cas quand je l'ai lu, j'ai eu l'impression de, de devoir vivre, tout simplement de devoir vivre et sans aucune limite finalement parce qu'on ne sait pas, euh, étant donné l'état de décrescendo de la souffrance d'Éden, on n'a pas envie d'avoir une telle maladie, on a envie de vivre, on a envie de profiter. Et c'est vrai que ce roman-là, malgré la dureté du roman, ça donne un souffle à la vie quand même qui est véritablement assez incroyable. Et j'aurais voulu savoir donc si ça vous avait fait le même effet finalement en l'écrivant ou après l'avoir relu peut-être. Quel effet ça vous a fait après cette écriture? C'est pas, de mon côté, c'est pas tellement le roman ou le fait de l'écrire l'inspiration de départ qui m'a fait cet effet-là. De voir un couple passer à travers cette maladie, ça m'a donné cette espèce d'urgence de vivre et c'est peut-être ce qui a été aussi dans ma motivation d'écrire le roman. Mais la réception des lecteurs, évidemment que ça a été formidable. J'ai reçu des centaines de messages de gens qui me témoignaient de leur propre histoire ou de ce que ça leur avait fait vivre. Alors, ça m'a donné, humainement parlant, ça m'a beaucoup nourri de lancer cette histoire-là dans le monde. Puis de peut-être, ça me rendrait très fière de savoir que j'ai donné un petit peu d'urgence de vivre à tout le monde parce que j'ai l'impression qu'on vit. Là, je veux pas vendre la fin, mais cette fin, quand vous la lirez, était motivée par ça,
ce constat, comment le dire sans le dire, par ce constat qu'on vit tous un peu en pensant qu'on n'a pas de date d'expiration. Et dans le roman, Anaïs sait qu'Éden en a une, mais elle ne pense jamais à la sienne nécessairement et que peut-être on ne devrait pas attendre une maladie qui nous donne une confirmation de quand on va mourir pour se dire qu'on a tous une date d'expiration et commencer à vivre pleinement et à saisir tout ce qui se présente à nous. Très bien. Alors, je vous ai demandé de choisir un auteur méconnu que vous vouliez mettre en avant, remettre au goût du jour. C'est le moment de nous dire de qui il s'agit. J'ai sorti un très vieux livre qui date de 2006. C'est un recueil de nouvelles de Charles Bolduc, un nouvelliste québécois, et ça s'intitule « Les perruches sont cuites ». J'adore le titre. J'ai pensé à lui parce que vous m'aviez dit dans votre question quelqu'un qui a eu un impact sur vous et qui vous a influencé. Puis Charles Bolduc, il a exactement le même âge que moi. Il a écrit ce recueil-là, il avait 24 ans, donc j'avais 24 ans aussi quand je l'ai lu. Et pour moi, ça a été comme une révélation. Justement, je vous parlais de la liberté de la littérature contemporaine québécoise. Ça a été une révélation à ce niveau-là, sur ce qu'on pouvait faire dans la littérature d'aujourd'hui au Québec. C'était très sensuel, très cru, très tordu. Il y avait beaucoup de... Ce recueil-là est tout petit et il y a 36 nouvelles dedans, donc 36 nouvelles d'à peu près 3 pages chacune. C'est des très courtes nouvelles. Et Charles a ce talent de construire une ambiance en si peu de pages, puis de nous amener avec lui. Il y a des images très, très belles aussi. Je trouve qu'il y a une plume formidable et peut-être que ça m'a d'autant plus touchée. Je vous disais que j'ai cessé d'écrire pendant 8 ans quand j'ai eu mes enfants et Charles a publié 2 recueils et est disparu du paysage littéraire et je sais, parce que le Québec est un petit marché au niveau de la littérature, je sais qu'il a fait des enfants lui aussi depuis et j'aimerais qu'il revienne dans le paysage littéraire et qu'on ait accès à ce qu'il devient maintenant quadragénaire. J'aimerais voir comment sa plume aurait évolué avec tout ça, avec le temps. Mais ça reste, je suis repassée un petit peu au travers parce que je voulais vous en parler. Ça reste un recueil vraiment percutant, encore très actuel, très libre, habité de toutes sortes de thèmes fascinants. Je vous le recommande fortement. En même temps, je ne sais même pas si c'est disponible en France. C'est chez Le Méac. Je pense qu'il a été édité en format de poche, alors fort probablement qu'il doit avoir voyagé un petit peu. Il avait connu quand même un bon succès en 2006, époque où il a été publié. Superbe choix, puisqu'en effet, je pense que peu de gens le connaissent. Donc, c'est un superbe choix. Bravo. Et j'aimerais que vous... Je ne sais plus si vous aviez préparé un autre extrait, Geneviève, ou pas. Vous m'aviez dit 4, mais dites-moi. Ah, j'en avais trouvé 4. Je pourrais en lire d'autres. En même temps, le dernier que j'avais sélectionné, mon hésitation était du fait qu'il était très à la fin du roman. Alors, s'il y a des gens qui n'ont pas lu le roman encore, je vais peut-être un peu vendre des punchs. C'est peut-être préférable de ne pas vous lire celui-là. OK. Alors que le 3e. Je vais avec l'autre? Parfait. Faisons cela. Je me disais que si ça avait été moi, la moitié défectueuse de notre couple, la dernière chose que j'aurais voulu serait été que tu m'abandonnes. Mais tu avais la chienne, alors j'ai voulu te rassurer, je t'ai promis que je partirais lorsque je n'en pourrais plus. J'ai repris mes toujours et mes jamais, les ai rangés dans ma petite poche arrière et t'ai assuré que j'étais une grande fille, capable de se protéger toute seule. Je resterai tant que le plaisir de t'avoir dans ma vie supplanterait les inconvénients liés à ta condition. J'ai juré. Ça ne t'a pas suffi. Tu savais bien que rendu là, ce ne serait pas si simple, que j'aurais l'air d'une sans-cœur de partir, que je me sentirais infiniment coupable et qu'il serait trop tard pour te quitter la tête haute. Tu voulais une garantie supplémentaire, une assurance liberté pour moi. Tu m'as fait promettre de plier bagage le jour où tu ne pourrais plus me faire l'amour. Point. Clause non négociable. J'ai promis. Un peu pour te faire taire, un peu parce qu'à ce stade, la baise était si bonne et si fréquente qu'une vie avec toi sans sexe me semblait d'une tristesse infinie. Ça a semblé te rassurer. Tu voulais de moi comme amoureuse, pas comme infirmière. Le moment venu, tu en embaucherais une. Tes parents avaient prévu les sous pour ça. Les autres familles investissaient dans l'épargne-études. Eux t'avaient ménagé une déchéance confortable. J'ai dit OK. Il faut comprendre que tout cela était surréel pour moi. Des projections lointaines, exagérées et hypothétiques, comme 2 amoureux qui discutent de ce qu'ils feront lorsqu'ils auront gagné le million.
Oui, oui, bien sûr que je t'en donnerai la moitié si c'est moi qui gagne. Bien sûr. On n'a pas fait l'amour ce soir-là. On aurait dû. On aurait dû le faire chaque fois que c'était possible. Nos ébats étaient comptés. Et ça donne en effet le ton. Je pense que là, quand vous avez écouté les trois extraits, je ne vois pas comment vous pouvez ne pas lire ce livre, mais enfin, c'est votre responsabilité. J'aimerais que vous nous parliez de cette couverture qui fait beaucoup parler, bien entendu. Elle est magnifique. Je crois que c'est une photo de C'est une artiste américaine. Tracy Sylvester Harris de iDrive Mhm. 2021. Comment vous avez choisi? Est-ce que elle dit beaucoup de choses et en même temps, elle ne dévoile pas tant que ça, cette couverture. Elle est subtile, une fois de plus, comme le roman. Alors, il y a une piscine qui n'a rien à voir avec le roman, étrangement, pour le coup, mais on imagine la métaphore derrière. Comment vous avez choisi ce plongeoir, cette femme qui est au bord du gouffre? Je trouvais que c'était une belle illustration de ce que je disais tantôt avec prendre son souffle avant de plonger, cette piscine qui attend, qui va nous engloutir et ce petit moment où il reste juste les orteils sur le tremplin puis qu'on va sauter. Ça collait très bien au titre. La couverture, pour moi, c'est toujours difficile. De même, pour moi, le titre, la couverture, ce sont des outils marketing du livre. Et on veut rendre le contenu le plus fidèlement possible. On veut aussi attirer l'œil du lecteur. Alors, c'est toujours un peu déchirant. On a nos propres goûts, on a des tendances du moment. Je pense que d'un pays à l'autre aussi, les tendances graphiques du moment varient. Alors, on a essayé plein de choses et moi, je suis à la base diplômée en design, alors je suis très picky en bon français sur les couvertures. On en a essayé plusieurs, dont une où on avait une femme immergée dans l'eau qui était peinte à l'huile et qui était juste à ça de la surface de l'eau et qui montait pour tenter de respirer, que j'aimais beaucoup aussi, sur laquelle on n'a pas réussi à avoir les droits, mais qui était un peu anxiogène peut-être, un peu angoissante par rapport à celle-ci que je trouve Légère, très légère. oui, plus. Et je voulais qu'il y ait de la légèreté dans ce roman-là, parce que quand on lit la quatrième de couverture et que ça parle de maladie, ça peut être un peu rebutant pour le lecteur. On a toujours peur de se plonger dans quelque chose de lourd ou de sombre particulièrement peut-être post-pandémie où les gens ont cherché un peu de légèreté suite à toute cette lourdeur. Alors, autant dans l'écriture que dans l'emballage de ce livre, je voulais qu'il y ait de la lumière, je voulais qu'il y ait de la légèreté, qu'on ait cet équilibre-là entre un thème qui a son poids, mais un regard sur la situation qui, elle, garde une belle lumière. Alors, la couverture, je trouvais qu'elle était assez représentative de ça. Clairement. Je pose naturellement aussi une question récurrente aux auteurs, c'est celle de l'avenir. Alors, je laisse le choix aux auteurs de choisir soit la thématique, soit sur l'état de la société, du monde dans 50 ans, en 2074. Est-ce que vous avez choisi une thématique ou au contraire, est-ce que vous souhaitez vous prononcer sur l'état de notre société en 2074? J'ai trouvé votre question extrêmement difficile. On dirait que ça m'a suscité beaucoup plus de questions et de réflexions que de réponses. J'ai tendance, malheureusement, à être assez pessimiste sur où on va être dans 50 ans à plein niveau. Euh, alors, ce que j'ai fait comme exercice, c'est que je me suis demandé où est-ce que j'étais capable de voir du positif dans 50 ans. Et la réponse qui m'est venue, c'est que la littérature, j'ai l'impression qu'elle ne va jamais mourir. Puis mon filon de pensée là-dessus, c'est que l'humain, peu importe ce qu'il va vivre comme horreur, comme catastrophe, il va toujours avoir besoin de rendre compte de ce qu'il vit par l'écrit, de traduire sa pensée pour laisser une trace et la transmettre à quelqu'un d'autre. Ça m'a fait penser à Anne Frank, par exemple, qui, à travers l'horreur, a laissé un témoignage. Puis je me suis dit, dans 50 ans, si on est dans une catastrophe environnementale et qu'on manque d'eau et qu'il y aura assurément des humains qui auront besoin de transmettre ça et la littérature va rester vivante comme un témoignage de l'humanité. Alors, c'est là où j'arrivais à voir peut-être quelque chose de positif dans 50 ans. Très bien. C'est en effet un bon angle qui, à mon avis, sera repris par d'autres auteurs qui sont, pour quasi la majorité, très pessimistes aussi. C'est en effet un bon détour pour trouver du positif. Et ma dernière question étant sur, alors vous avez dit que vous écriviez un scénario, mais
Est-ce que la matière romanesque revient à vous? Est-ce qu'on va devoir attendre 8 ans pour avoir un autre roman de vous ou pas? Ne me dites pas ça, sinon je quitte cette conversation, Geneviève, tout de suite. Malheureusement, il va falloir attendre un petit peu. Puis l'enjeu n'est pas la matière romanesque parce que j'ai toujours plein d'idées. Mes carnets sont pleins. Le prochain roman est écrit dans ma tête et dans mes carnets de notes, mais n'est pas écrit encore. Puis la raison, c'est le temps. J'ai un emploi comme directrice de création. D'ailleurs, vous voyez, je suis dans mon agence en ce moment. Ce beau mur de graffiti coloré, c'est mon agence de pub. Je suis directrice de création. Ça m'occupe à temps plein. J'ai 3 enfants. Ça m'occupe aussi pas mal. Alors, pour moi, mon temps de création, c'est entre 21h et minuit le soir, là. Alors, comme là, j'écris un film, c'est difficile de faire plusieurs projets en même temps. J'ai un livre jeunesse qui sort cet automne. C'est pas du tout la même chose, mais quand même, j'ai ce livre jeunesse qui va sortir c'est une première incursion dans la littérature jeunesse. Je suis très contente de ça. Mais le prochain roman, la bonne nouvelle, si je puis dire, c'est que j'écris très vite. Donc, le jour où je pourrais m'y atteler, j'ai une espèce de... Peut-être par manque de temps dans toute ma vie, j'ai une efficacité extrême. Donc, avec toutes les notes que j'ai prises, c'est comme si ce roman-là, le prochain, ça fait des mois et des mois qui se construit dans ma tête. Et très souvent, j'arrive à une nouvelle idée, à une tournure que je note. Alors, il y a plein de choses qui sont déjà en place, mais il faut maintenant l'écrire. Alors, sur la jeunesse, c'est un album ou c'est un roman jeunesse? C'est un album et est-ce que j'ai une petite minute pour vous en parler? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, c'est un album qui s'appelle Le Gros Méchant Moi, Moi, Moi. Et je suis très contente de cet album-là parce que j'avais ce constat quand j'étais en société que les gens avaient beaucoup de difficultés à ne pas seulement s'intéresser à eux-mêmes puis à se tourner vers l'autre et à poser des questions. Je me rendais compte que les gens s'écoutaient discourir beaucoup. Je dis ça alors que ça fait des heures que je vous parle de moi, mais habituellement, je ne parle pas seulement de moi. Mais je me souviens que mon amoureux, qui a une très bonne écoute, allait dans des soirées et les gens me disaient « Mon Dieu, ton amoureux est formidable! » J'ai parlé avec lui, puis après, je lui disais « Ah, telle personne t'a trouvé formidable. » Il disait « Ah, je l'ai écouté parler d'elle pendant 1 heure. » Fait que ça m'habitait comme constat, cette espèce d'égocentrisme. Les gens avaient de la difficulté à s'ouvrir à l'autre et à s'intéresser à l'autre. Alors, mon album jeunesse, c'est ce monstre, le gros méchant moi, 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 qui prend d'assaut les enfants quand ils tournent tout vers eux et qui pensent qu'à eux-mêmes. Et donc, ça les amène à une solution pour apprendre à s'ouvrir aux autres enfants. Et c'est ce petit monstre qui s'appelle le petit étoi qu'il faut appeler. Quand on est pris d'assaut par le gros méchant moi, 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 il faut appeler le petit étoi et donc renvoyer la question à l'autre et dire « Et toi? » Et ainsi s'intéresser à l'autre. Alors, voilà. C'est tout simple, mais c'est tellement important et vous visez juste. Il y a peu d'écrivains, voire aucun, qui s'occupent de cette question-là et je trouve ça génial parce que j'ai bien fait de vous poser la question parce que je suis ravi. Je ne sais pas s'il sera diffusable et diffusé en France, mais ce serait une très belle approche pour un enfant pour en effet connaître l'altruisme et l'altérité. Et je vous souhaite le meilleur pour ce livre-là aussi parce que je vois que vous regorgez d'idées magnifiques. Le gros moi. Merci. Eh bien, il est temps de vous remercier, Geneviève. J'ai été ravi de vous rencontrer à travers le livre, mais aussi ce soir, clairement. On découvre une nouvelle autrice et on remercie Québec Amérique de nous faire découvrir ces auteurs qu'on n'a pas la chance de voir publiés en France. Et grâce à la nouvelle implantation en Europe, on est ravi de les découvrir. Merci à Julie, notamment, qui est là, je crois, Julie Bach, avec qui on a monté la rencontre. Mais voilà, tout simplement vous dire merci pour ce roman parce qu'il est extrêmement puissant et je pense qu'il va avoir une belle aventure aussi en France. On sait qu'en principe, au Québec, ça marche bien et en France, en principe, ça suit plutôt. Donc, on vous souhaite vraiment le meilleur, Geneviève, sur ce lancement de prendre son souffle. Merci Anthony pour cette belle invitation et merci à vous toutes d'avoir été là aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci C'était un Geneviève. plaisir. Une belle soirée à vous, à tout le monde. Au revoir tout le monde.